je vais vous parler d'un problème. C'est un problème que vous avez peut-être vu. C'est que j'assiste, j'anime de très nombreuses réunions. Peut-être trop, c'est pas le problème d'aujourd'hui. Non, ça va. Et pour certaines réunions, je souhaite avoir soit un compte rendu, un petit relevé de conclusion rapide, soit quelque chose de plus élevé. Par contre, quand j'ai un petit contenu rapide, il y a toujours un collègue, 10-15 jours plus tard, « Ah, mais au fait, on n'avait pas fait ça en réunion ?» Si, peut-être, j'ai une trace. Donc, voilà. Et tout ça, ça prend du temps, et le temps étant la chose la plus partagée du monde, on a tous 24 heures. Mais c'est pas suffisant. Alors, quelques solutions, j'en ai essayé deux, il y en a sans doute d'autres. Une première, c'est de dire, on peut enregistrer la réunion, après faire appel à un outil qui, de la parole, va passer à l'écrit, après cet écrit, le donner à une IA générative, et puis rédiger un compte qui corresponde à la commande, petit compte rendu exhaustif. Sinon, il y a une piste d'utiliser une IA spécialisée qui ferait automatiquement l'enregistrement, automatiquement la transcription, et automatiquement le compte rendu en fonction de la consigne que je vais lui donner. Je ne savais pas si ça existait, mais Nuta l'a fait. Voilà, donc c'est l'outil que j'utilise au quotidien. Et puis j'ai comparé les deux propositions. La première, elle a un avantage important, c'est qu'elle est gratuite. Donc dans ces temps de budget contraint, c'est pas négligeable. En revanche, ça demande quand même un coût en temps important à engager, notamment pour articuler les outils entre eux, et puis faire des prompts satisfaisants, les enregistrer et les améliorer au cours du temps. On bidouille un petit peu, et puis par contre, ne pas trop mettre des données là où elles sont stockées, ce qu'ils en ont fait, etc. Parce que c'est des IA gratuites qu'on utilise, et ces versions gratuites, on peut se questionner sur le stockage des données. La solution Nuta, c'est payant, c'est vrai. Et la prise en main est hyper rapide. On définit vraiment les styles de compte rendu qu'on veut. Il suffit de déplacer des petits blocs. Je veux un ordre du jour, un résumé, les questions qui ont posé les problèmes, les dates importantes à retenir et à mettre dans l'agenda. Ça le fait très bien. On reçoit un mail 1 heure après la réunion avec le compte rendu de qualité. Il faut le relire, mais il y a de moins en moins de choses à relire par rapport au début où j'utilisais l'IA. On sait que c'est une société française, on a une garantie sur l'hébergement des données, et en plus, on peut interagir avec une assistance, un humain qui peut nous aider et nous donner des pistes pour utiliser davantage de cette IA, et surtout, proposer des améliorations. Par exemple, la demande que j'avais faite, on utilise Iglobottom, Visio Agent dans l'éducation nationale. C'était pas du tout un système pris en charge. Mais j'ai pas dû être le seul à poser la question, et ils ont construit un petit additif qui permet maintenant d'utiliser Nuta avec Visio Agent. Voilà. Donc peut-être en conclusion, se dire qu'il y a les IA génératives très connues dont on a parlé, mais il y a aussi des IA spécialisées qui font très bien les choses et qui nous soulagent de la réflexion des prompts compliqués ou de l'utilisation des outils qu'on peut faire. Merci. Je suis Lina Maurice, je suis la chef du service juridique de l'Académie de Grenoble. Et on a beaucoup parlé de QVT et de gain de temps par rapport à vos pratiques de l'intelligence artificielle. Et pour mon service, c'est plutôt moi qui en pâtis par cette facilité à contester les décisions qui sont prises, les positions qui sont prises, soit par les chefs d'établissement, par les collègues, par les DAZEN, etc., par monsieur le recteur également. On a donc une augmentation sensible de recours contentieux dans le tribunal administratif et en particulier dans les procédures d'urgence. Donc c'est le premier point que je voulais mettre en exergue. Ce qui est bien, c'est que ces IA gratuites, elles permettent de saisir facilement le juge, plus facilement qu'avant, mais elles sont suffisamment mauvaises pour qu'on gagne systématiquement. Donc c'est là où je voulais aussi vous alerter sur les pratiques, en tout cas avec ChatGPT, parce que c'est principalement cette IA qui est utilisée. Cette IA hallucine, elle fait des contresens, elle prend des vrais sujets, mais elle les interprète mal, et elle invente aussi parfois des textes qui n'existent pas. Elle cite des articles qui ne sont
qui ne correspond pas du tout à la lettre. Donc c'était surtout ce point de vigilance. Un autre point de pratique, c'est que j'ai eu la chance avec une partie de mon service d'assister à une formation sur la pratique des IA juridiques. Donc, on a pu assister à des conférences et puis tester des machines. Il y en avait une qui était générative et qui était particulièrement fiable et impressionnante. C'est l'éditeur Dalloz qui l'a développé. Donc Dalloz qui a tout un tas de contenus, de données qui permettent vraiment une fiabilisation de cette IA générative. On a pu faire des tests, donc j'ai posé des questions, j'avais une synthèse en 5 secondes avec toute la documentation accessible dont disposait Dalloz. Et puis il y avait également en termes de formation, j'ai eu la chance d'assister, c'est une start-up qui a été développée par des anciens étudiants de fac de droit, et c'est pour aider les étudiants à réviser leurs cours. Et donc après j'ai pu m'entretenir avec eux en leur disant qu'en fait en termes de formation continue ça pouvait être vraiment une très bonne chose, parce qu'il y a des matières, nous aussi je n'ai pas spécialiste comme la propriété intellectuelle, où on a parfois des questions, ça nous oblige pour aller faire des recherches, mais c'est vrai que si on avait ces outils un petit peu ludiques qui ont pu être évoqués par d'autres profs, généralement qu'on a pu entendre tout à l'heure, j'ai pensé que c'était aussi l'avenir pour la formation continue et tout au long de la vie. Voilà. Bonjour à toutes et tous, moi je suis bien trop bavard pour répondre à la question que Cédric m'a posée en 180 secondes. Alors j'ai parlé longuement, très très longuement à mon IA préféré, et puis je lui ai dit fais-moi quelque chose en 180 secondes. Alors voilà, je vais vous livrer ça. Je vais être obligé de le lire, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Bon, beaucoup de choses ont été dites, en tout cas ce matin. C'est un outil moi, que j'utilise maintenant depuis de très nombreux mois. C'est devenu un assistant personnel quotidien, permanent. Alors, plein d'usages. Certains ont déjà été cités aujourd'hui. L'élaboration de courriers, de notes, de projets pédagogiques, d'évaluation de dispositifs, de préparation de conférences, de préparation d'interventions comme aujourd'hui. C'est un gain de temps, on en parlait tout à l'heure, c'est un gain de temps et d'efficacité que dans ma désormais longue carrière, moi je n'avais jamais rencontré. Un gain de temps aussi spectaculaire, je crois qu'il n'y a pas d'autres avancées technologiques comparables en termes de gains que celle-ci, en tout cas dans mon expérience d'enseignant, de formateur ou de personnel d'encadrement. C'est un outil que je trouve tellement polyvalent que ça serait compliqué de faire une liste assez exhaustive, très exhaustive de quoi il m'aide dans mon activité professionnelle. J'ai choisi de me concentrer plutôt sur un sujet, qui est le sujet de la formation des directrices et des directeurs d'école. Et la formation a un point spécifique, qui est celui de la gestion de crise. Dans ce domaine, l'IA est particulièrement pertinente en partant d'un simple scénario factuel, d'un événement survenu dans une école. Elle peut générer des variantes, elle met en lumière des angles morts, elle suggère des ajustements au protocole qui existe, elle propose des pistes de communication. Ce qui est important, c'est qu'elle ne se substitue pas à notre propre responsabilité. La décision, c'est toujours nous qui la prenons, mais elle enrichit la réflexion et elle aide à préparer des cadres d'action qui sont tout à fait opérationnels, solides et très contextualisés. Alors en formation, avec un de mes collègues, Cédric Mayol, on part toujours d'une situation de crise très très concrète. On l'a décrit. On demande d'abord à nos collègues d'y réfléchir individuellement, de l'analyser. Ensuite, en binôme, on leur demande d'identifier le cadre institutionnel, les différentes responsabilités, et ça on le fait sans recours aucun à l'IA. Et ensuite, en groupe, on leur demande de construire des réponses adaptées à la situation qu'ils viennent de rencontrer. C'est à ce moment-là seulement qu'on utilise l'IA. Elle peut nous générer de nouvelles variantes du scénario, elle imagine d'autres réactions possibles de la part à la fois des parents, de la hiérarchie, des collègues. Elle suggère des ajustements au protocole, elle permet de clarifier certaines étapes, elle permet de rédiger des courriers, de rédiger des notes, de rédiger des comptes rendus. Il y a un espèce d'effet waouh qui est à ce moment-là perceptible dans la salle de formation qui est assez impressionnant.
tel point que les directrices et les directeurs d'école, on parlait d'acceptabilité tout à l'heure, immédiatement nous disent « mais moi je veux cet outil-là, je veux cet outil, je veux au quotidien être accompagné par cet outil ». Alors après 2 années d'expérimentation en formation des directeurs, on s'apprête à ouvrir la 3e session cette année, on a un constat assez clair. L'usage de l'IA, ça nous permet d'affiner le discernement professionnel des directrices et des directeurs d'école. Ça les prépare à affronter des moments qui sont toujours redoutés, ces moments de crise, mais à les affronter avec beaucoup plus d'efficacité, mais surtout avec davantage de sérénité. Et par les temps qui courent, ce n'est pas rien que d'apporter un peu de sérénité à nos directrices et à nos directeurs d'école. Moi, j'ai plutôt de la question à madame, là, sur les problèmes juridiques, sur les contentieux. Alors, il y a 2 choses que je vois. Vous avez parlé de la menace, et tout de suite, vous avez embrayé sur iPost. La riposte, c'est Dalloz. Alors, effectivement, les IA spécialisés peuvent, sur leur spécialité, bien plus performantes que les IA généralistes. Qu'on fait les programmes d'échecs, par exemple, classiques. Donc, est-ce que, justement, vous n'avez pas le moyen d'utiliser les IA pour contester les contestations? Enfin, je ne connais pas le de la procédure exactement, mais c'est un peu l'idée, quoi. C'est-à-dire automatiser la contestation des contestations, mais sur des bases plus solides. Quand on aura accès à cette IA générative de la dose, sur le recteur, je pense accepter de financer cet outil, madame la secrétaire générale. Peut-être que ce sera une manière de solutionner, en tout cas, le volume, tout en sachant qu'il faut quand même contrôler, c'est aussi notre responsabilité professionnelle, que de contrôler la qualité de ce qui est fait. Aujourd'hui, les généralistes, elles ne permettent pas d'avoir une riposte de qualité, en tout cas. Et alors, du coup, moi, ça me fait rebondir intellectuellement sur un peu ce que j'ai dit au début sur les RAG. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que Dalloz est plus performant que les IA gratuites génératives? C'est parce que Dalloz a une base spécifiquement juridique extrêmement riche, extrêmement complexe. Et donc, quand il fabrique des prompts, il faut un prompt à Dalloz, lui, il l'enrichit avec des informations précises. Et donc, je réinsiste sur le fait qu'au niveau des rectorats, vous avez besoin, je pense, de construire des bases de données, des RAG, avec toute la connaissance qui vont vous permettre de poser des questions les plus pertinentes possibles au système. Merci pour le RAG. Donc, effectivement, c'est le mot qu'il faut retenir dans cette matinée. J'ai fait une réunion du RESC où effectivement tout le monde est reparti ensemble. Je vais créer un RAG. Alors, je voudrais qu'on s'attarde là maintenant sur cette séquence à la question de la formation de tous nos cadres aux usages de l'IA. Là, ce sujet. Alors, pour introduire, je relisais avant de venir l'expérience de Accenture. Accenture, vous savez, c'est l'ancien Anderson Consulting. 750 000 employés, à peu près, donc c'est énorme. Et ils ont décidé de former tous leurs employés à l'IA. Donc, vous voyez, si vous êtes consultant chez Accenture, vous devez accompagner aujourd'hui cette transformation. On imagine bien que dans le conseil, l'IA, c'est vraiment, il faut être un peu à la pointe, hein. Soit comme objet d'observation, soit comme critique. Ils se sont séparés de 15 000 collaborateurs qui n'arrivaient pas à, remplir les critères, les nouvelles exigences. Alors, donc, le défi devant nous, là, c'est, vous êtes 3 exemples de cadres qui avaient fait le chemin. Philippe, depuis longtemps. Comment collectivement, ici, dans l'académie de Grenoble, et plus généralement sur l'encadrement, c'est la même question que tout à l'heure chez les enseignants, dans l'établissement, on va, développer collectivement ces pratiques pour gagner du temps en efficacité collectivement, pour le remettre à d'autres. Pour vous, quels sont les obstacles collectifs que vous voyez? Est-ce que c'est des situations,
personnel, la culture, voilà. Donc, si on joue franc jeu sur l'encadrement, voilà, je crois qu'il y a 4 dans l'équipe de le secrétaire général, dans l'équipe de Grenoble, mais enfin quand même pas mal. Donc, il y a un enjeu collectif. Comment vous le sentez? Comment vous voyez votre transfert de tout ce que vous avez appris avec vos collègues? Être déjà à rentrer dans les outils, parce qu'on a vu ce matin qu'il y en a une multiplicité incroyable. Rentrer sur quelques fondamentaux, on a beaucoup parlé de l'usage des données, on a parlé de l'utilisation de bases de données, de les nouer, et après se dire comment on mutualise les expériences, un peu à l'image de ce qu'on a fait ce matin, comment on partage davantage les pratiques que d'en donner une. Parce qu'on dit souvent, l'IA, on est en retard si on ne prend pas le train. Mais l'IA, elle va tellement vite qu'on est déjà en retard. Donc, prenons-le là où on en est, et puis essayons d'avoir quelques balises qui nous disent, qui nous donnent des alertes, des points à éviter et des bons usages. Je pense que c'est, avec un outil aussi mouvant que celui-ci, je pense que c'est plutôt un corpus de bon usage, de connaissances, de savoir-faire et de recul de cette. Pour moi, il y a 2 entrées. La première entrée, c'est celle de l'exemplarité. C'est-à-dire qu'il faut déjà l'utiliser nous-mêmes. Il faut l'utiliser nous-mêmes et il faut dire qu'on l'utilise. Et il faut montrer comment on l'utilise, pourquoi on l'utilise, pour quel gain, etc. etc. Je crois qu'on a beaucoup évoqué depuis ce matin le syndrome de l'imposteur. Moi, je souffre sans doute du syndrome de l'imposteur, mais d'une manière très générale et depuis fort longtemps. L'IA n'a pas accentué ça, particulièrement au contraire, enfin, peut-être ça me détend un petit peu. Donc, je crois qu'il faut être exemplaire. La deuxième chose, c'est qu'il faut créer des espaces de discussion autour de ces outils. On a créé dans le département, je suis directeur académique, un café IA qui s'appelle Café IALP. On n'a pas voulu prendre l'acronyme café, on sait que le Conseil national du numérique est très attaché à ça, donc ça s'appelle Café IALP. Je le co-anime avec Roxane Obadia qui est dans la salle, l'inspectrice de Saint-Julien-en-Genevois qui co-anime le groupe départemental numérique, et puis avec mon collègue de Canopé, François Morel est là, et donc on a les collègues de la télé Canopé, Laurent Dour et Sylvain Chirac. Et donc on a un podcast qui, une fois par période, met autour de la table les utilisateurs, un peu comme on le fait là aujourd'hui, autour de la table des utilisateurs, et on échange, on fait émerger des pratiques, et on les diffuse par l'intermédiaire d'une chaîne de podcast. Alors, on peut faire un peu de teasing. Le prochain numéro sera enregistré lundi, on aura un invité prestigieux, ça sera Frédéric Valnon, le directeur académique du département. Sur les personnels administratifs, les personnels administratifs, comment on passe, comme Accenture le fait en ce moment, comment on passe disons, à la formation, j'aime pas trop ce mot, parce que, voilà, je veux dire, au partage de culture, comment on franchit l'étape, peut-être doucement, mais comment on se met en mouvement, pour vous, très concrètement. Alors, je pense que se mettre en mouvement, c'est aussi avoir des outils adaptés. Vous savez qu'on en a parlé beaucoup, mais moi, à cette heure, j'en ai utilisé quelques-unes quand j'étais à la fac de droit, et c'est des outils qui coûtent cher. Et effectivement, je pense que, en tout cas pour mon service, et vu l'expertise qu'on est amené à donner, ça ne peut venir qu'avec des outils adaptés. Après, il y a peut-être aussi des outils, je pense plutôt pour mes collègues qui sont plutôt sur des matières de ressources humaines, dans la gestion des actes administratifs quotidiens, peut-être avoir des choses qui sont adaptées à la culture fonction publique, ressources humaines. D'accord, mais le danger qu'on peut pointer, c'est encore une fois rentrer dans l'outil et en oublier les objectifs finaux collectifs qui sont évidemment le service public d'éducation, etc. Juste peut-être un petit calcul, on a 800 000 enseignants, avec la dénatalité, etc. Donc on peut imaginer qu'il y a 50 000 emplois qui pourraient être redéployés, d'accord. Toutes les fonctions support dans les rectorats, enfin le programme 214, c'est 30 000 à peu près personnes. Même si on a des gains de productivité de 10%, c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. Donc j'allais dire, il ne faut pas se tromper de combat.
Je veux dire, juste techniquement, le vrai challenge sur l'intelligence artificielle, c'est, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est très certainement dégager du temps rendu à l'élève, rendu au collectif, dans les établissements, avec, grâce à une meilleure efficacité de nos enseignants, effectivement, la QVT plutôt dans les services supports. C'est l'exemple que Philippe Rodérer vient de dire, et notre collègue aussi, Jean-Christophe, la QVT des cadres, grosse pression, la gestion des problèmes complexes, etc. Ça va dans tous les sens. Donc effectivement, moi je séparerais un petit peu les objectifs fondamentaux. J'allais dire, il ne s'agit pas, on va se rassurer collectivement, il ne s'agit pas de gagner 15 emplois au rectorat de Grenoble grâce à l'installation de 3 agents.